Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre webinaire retraite, comment accompagner vos salariés. Je me présente, je m'appelle Swazik Couriot. Je suis conseiller retraite et chargée d'intervention à la CARSAT Aquitaine dans le département de la Gironde. Je vais laisser mes collègues se présenter à leur tour. Bonjour à tous, je suis Dutu Marie-Dominique, je suis chargée d'intervention auprès de la CARSAT Aquitaine sur le secteur des Pyrénées-Atlantiques, partie Pays Basque. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Bayrou, je suis conseiller enquêteur pénibilité sur la Nouvelle-Aquitaine. Mes missions sont celles d'informer sur les obligations liées au compte professionnel de prévention et d'assurer l'accès aux droits des salariés, notamment dans le cadre des réclamations en cas de contestation avec l'employeur. Je suis chargée donc de contrôler l'effectivité, l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risque pénibilité. Merci Laurence. Alors nous allons commencer s'il vous plaît. Donc avant de débuter, nous vous proposons de poser vos questions dans le fil de discussion chat. Nos modérateurs répondront en direct et puis certaines questions nous seront soumises à la fin avec Dominique. On se fera un plaisir d'y répondre. Les questions sont donc triées par thème. Ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien du replay à l'issue de la séance. Alors, je vous propose de commencer. Donc, voici le sommaire des thèmes que nous allons aborder. La retraite, notre système de retraite. Ensuite, le détail des démarches. Je prépare ma retraite. Il est très important de préparer la retraite. Il faut savoir que chacun est responsable de ses démarches. Donc, la retraite, ça se prépare et ça se demande. Donc, on va vous expliquer comment faire. Ensuite, Laurence nous parlera du compte professionnel de prévention. Et puis, nous aborderons la retraite, à quel âge? Bien sûr, cela inclura la réforme des retraites. Ma retraite, quel montant? Quand et comment demander ma retraite? Et puis, nous vous présenterons notre offre de service entreprise. Notre système de retraite. Alors, vous savez, vous, en tant qu'employeur, tous les mois, vous prélevez des cotisations sur les salaires des salariés. Donc, il y a la cotisation prélevée pour le salarié et puis également celle que l'employeur paie. Ces cotisations sont reversées à l'URSSAF et l'URSSAF nous reverse à nous, CARSAT, ces cotisations pour payer les retraites. C'est ce qu'on appelle le système par répartition. Maintenant, je vous présente notre système de retraite. Comme vous le voyez, bien compliqué. 42 régimes. Vous voyez 3 grandes catégories de régimes, les salariés, les fonctionnaires et les non-salariés. Les salariés, la partie qui nous concerne le plus. Donc, vous voyez un trait orange apparaître là en bas des 3 pavés. Il va permettre de délimiter les retraites de base des retraites complémentaires. Dans les retraites de base des salariés, nous avons la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est la caisse qui chapeaute la région parisienne, qui nous chapeaute à nous, CARSAT, une caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Nous sommes encore, nous, dans les anciennes régions. Dessous, on voit apparaître la MSA, Mutualité sociale agricole des salariés agricoles. Le SPOIL, donc là, c'est pour les ouvriers d'État. On va avoir les employés clercs de notaire, les employés de mine, l'industrie gazière, voilà, et puis tout un tas de catégories de salariés. Vous voyez, c'est assez compliqué. Et puis dessous, donc, la retraite complémentaire. 2 grands régimes de retraite complémentaire. On va avoir la GIRCARCO, au sein desquels il y a des caisses professionnelles qui vont dépendre en fait de la nature de l'activité exercée. Par exemple, pour BTP pour le bâtiment, je la cite parce qu'elle est connue. Et puis, l'IRCANTEC, ça mérite une petite explication. L'IRCANTEC, c'est la caisse de retraite complémentaire à laquelle on cotise quand on a travaillé dans une administration sans être titulaire. Par exemple, l'été, je travaille dans une mairie ou dans un hôpital, j'aurai un petit peu d'IRCANTEC. Voilà. Deuxième catégorie, les fonctionnaires. Là, 2 grands chapitres. Les retraités d'État, qui vont dépendre d'un ministère, et puis ce qu'on appelle la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Et bien là, on va retrouver toutes les activités dans les mairies, les hôpitaux, la région, conseil général. Ils ont depuis 2005 uniquement également une complémentaire, RAFP, retraite additionnelle de la fonction publique. Et enfin, la dernière catégorie, les non-salariés. Donc, nous aurons à nouveau la CNAV qui figure. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de salariés.
Eh bien, l'ancien RSI, régime social des indépendants, c'est-à-dire qui regroupait les artisans et les commerçants, fait partie maintenant du régime général. Et donc, au régime général, nous avons la branche salariée et la branche indépendante. Et puis, on va avoir après toutes les professions libérales, médecins, dentistes, pharmaciens, on va avoir les experts, on va avoir les exploitants agricoles, on va avoir les patrons pêcheurs. Voilà, tous les indépendants. Et puis, eux aussi, certaines catégories auront des caisses complémentaires. Donc, vous voyez un système un petit peu compliqué. C'est bien de le préciser, parce Voilà. que c'est vrai que c'est complexe. Et là, pour ce qui nous concerne, on va se baser uniquement sur les salariés. C'est ça. Effectivement, si vous êtes là, c'est parce que vous avez des salariés et que vous dépendez tout du régime général. Voilà, donc la CNAF. Alors, étape très importante, je prépare ma retraite. Comme je vous l'ai dit, c'est très important, chacun est responsable de ses démarches. Donc, à partir de l'âge de 55 ans, on peut commencer à préparer sa retraite. Mais même avant, Oui. même avant. J'allais le dire. En fait, dès qu'on commence à travailler, il est bien de vérifier son relevé de carrière. Comment faire? Première étape, je vais sur le site de l'assurance retraite. Donc, l'assurance retraite, c'est le site de la sécurité sociale. Si vous posez la question, il y a également un site qui s'appelle Info Retraite. Voilà. Alors, je le précise parce que beaucoup de gens se demandent, mais quelle est la différence entre ces deux sites? Donc, il va être un petit peu plus complet, je voilà. dirais. Alors, en fait, il va être plus accessible pour les autres régimes. C'est ça. Info Retraite, c'est le site qui a été créé en 2003, quand le gouvernement a mis en place le droit à l'information. Et en fait, Info Retraite, il va regrouper ces fameux 42 régimes que je viens de vous expliquer. Alors que l'assurance retraite, c'est le site de la sécurité sociale. Mais il y a des passerelles, c'est-à-dire qu'il y a des documents communs entre les deux sites, notamment le relevé de carrière que je vais vous présenter, qui regroupe tous les régimes. Tout régime confondu, effectivement. Voilà. Première démarche à faire, quel que soit l'âge du salarié, allez créer l'espace personnel dans l'assurance retraite. Car bien entendu, si on veut des informations personnalisées, il faut s'identifier. Le gros avantage, c'est qu'on peut le voir, le consulter 24 heures sur 24. C'est ça. Le soir, tout d'un coup, vous couchez, vous pensez à la retraite, hop, je vais voir mon espace personnel. Donc, bien sûr, on s'identifie, numéro de sécurité sociale, mot de passe, et on est connecté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir son relevé de carrière. Donc, vous voyez plusieurs pavés. Le premier, consulter mon relevé de carrière, sera peu pour le régime général. Ouais. Le mieux, c'est d'aller voir, consulter ma carrière. Il y aura ainsi le relevé, on va le voir, le relevé du régime de base et les complémentaires ou les autres régimes auxquels vous avez appartenu, vous avez pu appartenir. Voilà. C'est beaucoup plus complet que le premier, effectivement. Alors, voici comment il se présente. Là, on a, donc, vous voyez, sous relevé de carrière, c'est bien noté, synthèse de vos droits. En fait, il s'agit d'un tableau qui récapitule les trimestres et les points. Donc, déjà, la première démarche à faire, c'est de vérifier, est-ce que partout il y a des trimestres, il y a des points? Est-ce que partout il y a des points, il y a des trimestres? Et est-ce que ça correspond à ce que j'ai fait vraiment? Souvent, c'est une démarche que l'on fait en fin de carrière. Or, ce sont souvent les débuts d'activité où on fait des petits emplois, des petits travaux, et en vieillissant, la mémoire peut s'affaiblir un petit peu. Ouh là là, mes papiers, où ils sont? Voilà. Le foyer de mes parents. Donc, l'idée, c'est de regarder le plus tôt possible. Je vérifie ma carrière. D'accord? Voilà. Donc, validation de 4 trimestres par an. Donc là, déjà, la première partie, c'est la synthèse des droits. La seconde partie, comme vous le voyez sous relevé de carrière, c'est noté détail de ma carrière. Là, en fait, on va vous présenter les informations de l'assurance retraite, comme vous voyez dans les premières lignes. Vous aurez le salaire pris en compte et l'année concernée. Nous, à l'assurance retraite, on fonctionne par année cycle. Sur la gauche, il y aura noté activité salariée. Dans les premières années, nos méthodes de report ne nous permettent pas d'identifier l'employeur. La sécurité sociale est une vieille dame. Elle a mis un petit peu de temps à se moderniser. Les retraites complémentaires plus récentes, vous voyez, quand il y a noté Agir Carco, eh bien, eux n'indiquent pas le montant du salaire pris en compte. Ça, Dominique, on nous a dit que ça allait s'arranger, parce qu'on ne peut pas vérifier. Le système évolue, de toute voilà. manière. Mais maintenant, on a, quand on va sur l'outil informatique, on a quand même des salaires qui sont projetés. Qui sont, quand on fait la simulation, on voit les salaires. Tu as raison. Mais sur le relevé, là, vous voyez, vous ne le voyez pas figurer. Ensuite, vous avez par contre les périodes prises en compte, et vous le remarquerez là, c'est de date à date. Et eux,
comme ils sont plus récents, ils ont d'emblée le nom de l'employeur. Après, donc, nos méthodes de report ont évolué avec les numéros SIRET et on est en mesure d'identifier l'employeur. Vous voyez également. Oui, non, je voulais rajouter que pour revenir par rapport au relevé précédent, c'est important de vérifier, comme tu disais, Soisic, tout à l'heure, de voir qu'il y avait des trimestres et des points. Et justement, ce relevé plus détaillé peut permettre de vérifier si, obligatoirement, quand on a des trimestres de salaire chez nous, il y a obligatoirement des points au niveau de la GIRCARCO. Et là, dans ce dispositif, effectivement, on peut voir, par exemple, si en 84, nous, on avait eu des salaires et qu'on voit que la GIRCARCO n'a pas validé de salaire, de points, donc c'est important voilà, c'est un point d'accroche pour voir les anomalies. En fait, on le visualise bien sur ce tableau-là. Ouais. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, vous êtes salarié vous aussi, donc les conseils que l'on vous donne peuvent être valables pour vous. Voilà. Donc voilà, là c'est une présentation en détail des reports pour l'assurance retraite et pour les GIRCARCO. Il en est de même aussi pour les travailleurs indépendants, puisque effectivement, on a aussi les reports des travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise, donc où il y a donc les cotisations qui ont permis de reporter des sommes et de valider ainsi des trimestres. Voilà. On aura aussi les informations de la maladie et du chômage, on va y revenir aussi. Alors, donc notre compte retraite, il est alimenté par diverses choses. Donc, bien sûr, lorsque l'on travaille, vous le savez, hein, puisque vous délivrez des bulletins de salaire, on prélève des cotisations sur un montant de salaire de base, et c'est ce salaire qui est reporté sur le compte. Et c'est le montant du salaire qui va permettre de déterminer le nombre de trimestres cotisés qui seront validés. Donc, vous le voyez, ce n'est pas le temps de travail qui compte, c'est le montant du salaire sur lequel on cotise. Et donc, comme c'est noté sur la slide, en 2023, pour valider un trimestre cotisé, vous cotisez sur un salaire de 1 690,50 €, soit 6 762 pour valider 4 trimestres. Avec un salaire plafond. Avec bien sûr, au régime général, on cotise dans la limite d'un plafond qui est en 2023 de 43 992 €. Donc, ça veut dire qu'un cadre supérieur en 2-3 mois peut valider les 4 trimestres. Ouais. Et une personne qui aura un salaire un peu plus faible pourra, même si elle travaille tout le temps, ne valider que 2 ou 3 trimestres. Ouais, tout à fait. Donc, ces trimestres sont reportés automatiquement, mais attention, comme vous le savez, il y a toujours des bugs. Donc, le conseil, c'est de conserver ces bulletins de salaire jusqu'à ce qu'on parte à la retraite, voire un peu après. Donc, c'est valable pour vous, votre entourage et vos salariés. On conserve tous les bulletins de salaire. Et puis, bien sûr, on valide un maximum de 4 trimestres par an, parce que dans une année, il n'y a que 4 trimestres. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Même un salaire au SMIC va valider 4 trimestres aussi. Absolument. Donc, voilà, on voit très bien que c'est important aussi pour l'ouverture des droits, c'est important pour le calcul, pour tout. Donc, c'est vrai que vérifier, il faut que chacun vérifie tous les reports. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous sommes responsables de nos démarches. Et puis, dans la vie, il y a des événements autres que l'activité. Donc, on va rencontrer des périodes de chômage, des périodes de service militaire, de maladie, de maternité. Donc, le chômage pourra se valider en trimestre, mais assimilé. Pourquoi? Parce que quand on est au chômage, on ne cotise pas pour la retraite. On ne prélève pas de cotisation sur les allocations chômage. Donc, les sommes perçues à ce titre ne comptent pas. Et à chaque fois qu'il y aura 50 jours de chômage indemnisé, on pourra valider des trimestres assimilés. Il faut savoir aussi que lorsqu'on reste inscrit comme demandeur d'emploi, sous certaines conditions, je ne vais pas tout vous détailler, mais on pourra aussi valider des trimestres. Les administrations ne gardent les archives que pour les 5 dernières années. Donc pareil, conserver les attestations de paiement chômage, les attestations de paiement maladie. En deçà de 2000, ils n'auront plus d'archives, Soisic. Ils peuvent avoir des archives jusqu'aux années 2000, que ce soit la CPM ou Pôle emploi. Et en deçà de 2000, il faut effectivement, il va falloir chercher dans les documents personnels pour voir s'il manque. Grande période de chômage, période de maladie peut être anticipée et garder en mémoire les informations. Après, il faut se rappeler aussi que tout est reporté automatiquement sur votre relevé de carrière et chaque administration. Sauf quand ça n'y est pas.
Ah, Et oui, d'où la nécessité justement. de vérifier son relevé de carrière. Oui, mais c'est vrai qu'en Tout ce qui est principe, sur le tout est relevé, fait automatiquement. ça, c'est vrai que voilà. tout ce qui est sur le relevé, c'est de l'acquis. On ne va pas vous le redemander. Voilà, heureusement. c'est ça qu'on précise. Voilà, c'est ça. Parce Mais on ne demande que ce qui manque. que quelquefois, on a des salariés qui reviennent nous voir et qui nous disent qu'ils n'ont pas les justificatifs, parce que ce n'est pas nous qui leur demandons, c'est les complémentaires souvent qui demandent ces justificatifs-là. On le verra après. Effectivement, eux, ils peuvent valider des points sur la période de. Des points gratuits. Des points gratuitement sur la période indemnisée. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils croient que nous avons les justificatifs, mais non. En deçà de 2000, mais il faut rechercher dans les archives, effectivement. Voilà. Donc, encore une fois, conseil pour vous, votre entourage, vos salariés, conservez les justificatifs. Le service militaire pourra se valider également en trimestre assimilé. Normalement, le ministère de la Défense nous envoie les informations, mais des fois, s'il y a des décalages de date ou des services longs, comme on commence à avoir, la mention n'est pas reportée et on doit demander un justificatif au salarié. L'état signalétique et des services. Voilà. Les périodes de maladie, également 60 jours indemnisés valideront un trimestre assimilé, au même titre que du chômage. C'est reporté automatiquement, mais s'il y a un problème, on demandera les justificatifs. L'invalidité, là, ça sera 90 jours. En principe, elles sont plutôt bien reportées, ces périodes-là. Voilà. Et puis, il existe aussi la possibilité de valider des majorations de durée d'assurance pour les enfants. Donc là, 4 trimestres de maternité sont accordés aux femmes. Et puis, on peut également accorder 4 trimestres d'éducation. Et donc là, ça pourra se faire étudier en fonction de la date de naissance des enfants. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette validation n'est pas automatique. Il faut la demander. Donc, certains salariés me disent, mais vous connaissez pourtant les fichiers de la caisse primaire, vous savez qu'on a eu un arrêt maternité. Non, on ne le sait pas. Donc, c'est aux femmes de déclarer leurs enfants, soit directement sur notre site, comme c'est possible depuis le 12 septembre, soit lors d'un entretien dont on va vous parler, en joignant le livret de famille et en remplissant un document. Alors, on va quand même préciser, bien insister sur cette majoration d'assurance pour les enfants qui est bien attribuée aux mamans et non pas au papa. Ça peut l'être au papa, voilà, sous certaines conditions. Voilà, sous certaines conditions, les trimestres d'éducation peuvent être attribués au papa. C'est ça. Alors, ça sera plutôt pour les enfants nés après 2010. Voilà. Il y a un document à remplir entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Attention, avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Renseignez-vous auprès d'un conseiller retraite. On ne va pas plus détailler. Non, on ne va pas plus détailler, on verra au cas par cas. Alors, petite précision, l'AH et le RSA, AH, allocation adulte handicapé, RSA, revenu de solidarité active, c'est ça, voilà. Ouais. Ce sont des allocations sociales, donc qui ne comptent pas pour la retraite. Voilà. Ça ne valide pas des trimestres. Voilà. Ça ne valide rien, ça laisse des carrières complètement vierges. Les périodes d'activité à l'étranger, sous réserve de convention avec la France, pourront être prises en compte à condition de faire la liaison avec le pays. Pareil, on ne va pas détailler plus. Si vos salariés ou vous-même avez besoin d'informations, vous pourrez nous contacter sans problème. Enfin, moi, je voulais rajouter qu'il est normal que cette activité à l'étranger n'apparaisse pas sur le compte français, puisque voilà, tant qu'on a souvent des questions comme ça où des gens ont travaillé à l'étranger et ils sont surpris de voir qu'il n'y a rien, sauf s'ils ont cotisé à la Caisse des Français à l'étranger, effectivement, ça apparaîtra sur le compte français. Mais par contre, s'ils ont travaillé pour le compte d'un pays étranger, mais pour le pays, là, effectivement, il faudra faire une liaison à un moment donné pour connaître ces validations de trimestre dans le pays. Il faut demander expressément ou lors de la demande de retraite. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces périodes-là, en principe, elles sont reportées, mais il y en a soit qui peuvent manquer, soit que l'on doit reporter, comme c'est noté à gauche, voilà, reporter après régularisation de carrière. D'où la nécessité de vérifier sa carrière et de faire un entretien avec nous, on va y revenir. La retraite complémentaire, elle va valider des points. Donc, en fonction du montant du salaire, eh bien, on va pouvoir, entre guillemets, acheter des points. Et de taux de cotisation. Voilà. Montant de salaire. Ce qui explique un petit peu, je ne sais pas si vous avez été voir votre relevé, la variation de points. C'est-à-dire que, bon, en principe, notre salaire ne baisse pas. Mais d'une année sur l'autre, on a plus ou moins de points. Et bien, l'explication, c'est que la valeur du point n'est pas la même d'une année sur l'autre. Le taux de cotisation aussi varie. C'est ça.
Voilà. Eh bien, je vais passer la parole à Laurence, notre experte pénibilité. Merci Swazik. Je vous propose maintenant un petit zoom sur le compte professionnel de prévention et plus précisément sur l'impact de la réforme des retraites sur ce dispositif. Un dispositif qui compense la difficulté d'une carrière, notamment avec des avantages concernant la retraite. Alors, pour le contexte réglementaire, cette réforme vient modifier certaines dispositions et en créer de nouvelles afin de permettre à davantage de salariés d'en bénéficier. Donc, c'est bien. Ah, tout à fait, c'est positif. Cette réforme est positive pour le compte professionnel de prévention. Cette réforme va avoir un impact sur la création, va permettre une création d'une 4e utilisation de points, qui est le projet de reconversion professionnelle. Elle va intégrer de nouveaux bénéficiaires, les nouveaux embauchés des régimes spéciaux, qui est impacté par la réforme également, et elle va permettre de redéfinir les droits à la retraite avec la MDAP, à ne pas confondre avec la MDA concernant majoration de durée d'assurance, MDA, voilà. Pour les enfants, la MDAP qui est la majoration de durée d'assurance, pénibilité, donc pour améliorer la pension de retraite. Ça veut dire que donc la pénibilité donne des durées d'assurance qui arrivent en plus. Absolument. C'est pas au titre des années travaillées, ça se rajoute. C'est indépendant. Ça n'a rien à voir avec la validation de la carrière. Donc, ces dispositions sont intégrées dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et 2 décrets d'application du 10 août 2023 va permettre de majorer des droits pour l'utilisation des points et améliorer également l'exposition des salariés, une reconnaissance, de l'exposition des salariés exposés. Oui, c'est pas mal ça, parce que pour l'instant, se servir des points, c'est pas facile. C'est pas évident. Ouais. Donc, tu peux passer. Alors, on va voir l'impact donc de ces modifications pour l'acquisition des points, donc qui va permettre, comme je disais, une meilleure reconnaissance pour les salariés exposés. Ces modifications vont impacter le seuil de certains facteurs. Donc, au sein du dispositif, il y a 6 facteurs de risque professionnel en vigueur. Chaque facteur a son propre seuil. Et donc, ces modifications vont impacter 2 facteurs sur 6 avec l'abaissement de leur seuil. Pour le travail de nuit, donc, le seuil des 100 nuits va passer à 100 nuits. Pour le travail en équipe successive alternante, donc le seuil de 50 nuits va diminuer à 30 nuits, ce qui va permettre à plus de salariés d'atteindre ces seuils et d'acquérir des points. Deuxième modification qui concerne donc la polyexposition, une nouvelle prise en compte, un trimestre d'exposition déclaré par l'employeur va permettre pour chaque salarié d'acquérir un point par facteur de risque. Avant la réforme, la polyexposition était limitée à 2 facteurs. Si le salarié était exposé au-delà, il ne pouvait pas engendrer de points supplémentaires. Donc, c'est l'employeur qui déclare, on est d'accord. C'est la déclaration de l'employeur qui va permettre aux salariés d'acquérir des points. Troisième modification concerne le plafond de 100 points. Donc, la suppression du plafond de 100 points. Chaque salarié a un compte, et ce compte est alimenté donc, tout au long de sa carrière, donc via la déclaration d'exposition qu'effectue l'employeur tous les ans. Ce compte donc, va le suivre donc, tout au long de son activité et il pourra utiliser ces points à sa demande selon les modalités qu'il souhaite. Donc cette réforme ne bouscule pas, ne remet pas en cause ces règles, mais elle va permettre donc aux salariés d'acquérir un petit peu plus de points et plus rapidement pour les salariés polyexposés.
La réforme donc des régimes spéciaux, la suppression de ces régimes va permettre d'intégrer de nouveaux bénéficiaires. Donc à partir du 1er septembre 2023, puisque cette réforme des retraites prend effet à partir du 1er septembre 2023, va permettre d'intégrer les nouveaux embauchés puisqu'ils vont être affiliés au régime général et de fait, ils pourront bénéficier de ce dispositif puisqu'ils rentreront dans le champ d'application de ce par exemple, le DFGDF, c'est ça? Voilà. Alors, il n'y a pas toute. Voilà, il y a les industries électriques et gazières, voilà, la Régie autonome des transports parisiens, les clercs et les employés de notaires, la Banque de France et les membres du Conseil économique, social et environnemental. Très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas tous les régimes spéciaux. D'accord, d'accord. Donc, ce sont certains régimes spéciaux qui figuraient, vous vous rappelez, dans le tableau sur lequel je vous ai montré tous les régimes, ils figuraient dans la catégorie salariés. On appelait ça régime spéciaux, mais c'était quand même des salariés mais particuliers. Et finalement, maintenant, ils rejoignent le régime général. Absolument. D'accord. Voilà. Les nouveaux embauchés dépendront du régime général. Bon, c'est bon. Les modifications concernant donc les modalités d'utilisation. Alors là, il y a 3 modalités. Il y en a une 4e, donc, alors qui ne me paraît pas, c'est la reconversion professionnelle. Donc, ces modifications impactent la formation avec donc des droits majorés. Il y a une revalorisation du point pour le cofinancement de la formation qui, de 375 € par point, passe à 500 €. Ce qui va permettre de venir compléter ou de financer toute partie de la Donc, ça veut dire que, en fait, on veut faire une formation qui vaut 2000 €, il nous faudra 4 points. Alors, voilà, si le salarié a un nombre de points suffisant, ça, il faut voir, le salarié doit voir avec un conseiller en évolution professionnelle pour bien se projeter et étudier voilà, le financement, calculer le delta qui lui reste à charge, pouvoir utiliser le nombre de points suffisants pour couvrir le financement de cette formation. Deuxième modalité, le temps partiel, donc un barème de conversion amélioré avec la revalorisation du point. Un salarié donc, pourra travailler à mi-temps, à 50% sur 4 mois au lieu de 3 mois avant la réforme. Les points s'utilisent par tranche de 10. Alors, le salarié, bien sûr, aura sa rémunération maintenue par l'employeur et c'est le dispositif qui prendra en charge donc, les jours concernés par le temps partiel et remboursera l'employeur. Et ça, il faut en parler parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de salariés qui n'utilisent pas. Parce qu'ils ne sont pas très au courant. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, notamment lors de nos réunions d'information retraite, hein, d'informer les assurés de leurs droits. Et on vous le dit à vous aussi pour que vous puissiez le faire également. Absolument, c'est important. Merci de le souligner, Sophie, effectivement. Une nouveauté avec le temps partiel, donc une création d'un plafond sur lequel donc 80 points maximum ne pourront être utilisés, pas au-delà, pour les moins de 60 ans. Il n'y avait pas cette notion avant la retraite de ce plafond. Donc là, nouveauté, 80 points maximum. Et dernier impact donc de ces modifications donc sur le versant retraite avec la prise en compte donc de la MDAP pour le calcul du taux et pour la durée d'assurance. Alors MDA, majoration de durée d'assurance. Majoration de durée d'assurance, pénibilité. D'accord, mais alors C2P c'est le compte professionnel. Ah, voilà. D'accord. Compte professionnel pénibilité. De prévention. D'accord. Compte professionnel prévention. C'est bien de le souligner. C'est à ce titre-là, c'est dans ce dispositif-là qu'on parle de MDAP. Très bien. Et donc, ça ne va pas avoir un impact sur la carrière, ça va simplement permettre de calculer le taux et de prendre en compte la durée d'assurance. Alors, avant la réforme, les trimestres MDAP n'impactaient que le taux pour le calcul de la pension. Avec la réforme, donc ces trimestres réputés cotisés vont être ajoutés au nombre de trimestres du salarié. Alors, il y a plusieurs situations. La situation la plus simple, c'est quand un salarié a son nombre de trimestres.
À partir de là, il aura automatiquement sa pension calculée à taux plein et il pourra, avec les trimestres MDAP, anticiper son départ maximum de 2 ans. Si le salarié n'a pas tous ces trimestres, à ce moment-là, il pourra utiliser ces trimestres pour avoir une pension calculée à taux plein, mais pas forcément pour anticiper son départ. Voilà. Donc là, la législation retraite étant assez complexe, très technique, il faut inviter les salariés à prendre rendez-vous avec un conseiller retraite, voilà, qui vérifiera, qui l'accompagnera et vérifiera l'impact donc sur sa carrière par rapport à ses avantages. Voilà pour la présentation du compte professionnel de prévention. Eh bien, nous enchaînons. La retraite. Merci Laurence. Allez, je laisse la parole. Maintenant, on va passer sur l'âge légal, la retraite à quel âge, hein? Effectivement, c'est la grande question. Suite à la réforme de cette année, il y a eu un décalage. Donc, on va regarder dans le détail un petit peu qui va permettre à chacun et chacune de se projeter sur le point de départ et les conditions. On y va. On y va. Donc, vous voyez, donc, pour les personnes qui sont nées avant le 1er septembre 1961, il n'y a pas de changement. La règle reste à 62 ans. Il faut dire aujourd'hui qu'ils ont 62 ans, ils sont partis, pas tous, pas forcément, mais c'est qu'ils ont dépassé les 62. Oui. Donc, effectivement, là, c'est une autre question. Par contre, tout a été bousculé à partir des personnes nées 1er septembre 1961, donc qui se sont vues la date de départ repoussée de 3 mois, donc 62 ans et 3 mois, et on leur a demandé de cotiser un trimestre, de valider un trimestre de plus, donc 169 trimestres. Voilà, et tous les ans, la réforme a projeté, donc, a repoussé de 3 mois de plus, tous les ans. Donc, et aussi des trimestres validés pour obtenir une retraite à taux plein. Donc, l'année 63, 62 ans et 9 mois, 170 trimestres validés pour avoir une retraite à taux plein. Ils ont maintenu quand même l'âge automatique du taux plein à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres. Petite précision, tout ce que l'on vous présente là, vous le retrouvez dans notre site, l'assurance retraite. Voilà. Ce tableau, il est essentiel. Je pense que chacune d'entre vous va regarder comment il est concerné, à quel âge il peut partir, le nombre de trimestres à totaliser. Et là, donc, ce tableau, vous le retrouvez dans notre replay, mais également donc, sur le site. Sur le site de l'assurance retraite.fr, effectivement. Donc, quand arrive la fameuse date fatidique, l'âge légal, donc si je réunis les conditions, c'est-à-dire j'ai atteint l'âge légal et j'ai les trimestres requis, j'ai le choix. Je peux partir à la retraite au taux maximum ou je continue aussi à travailler. Il n'y a pas d'obligation de prendre la retraite à l'âge légal. Le travail peut être continué jusqu'à l'âge de 70 ans. Oui, c'est l'âge de mise à la retraite. Voilà. L'employeur ne peut pas vous mettre à la retraite avant l'âge de 70 ans. Vous ne pouvez pas mettre vos salariés à la retraite avant 70 ans. Donc, effectivement, ils peuvent continuer de travailler. Et pourquoi ils choisissent de continuer à travailler? Parce qu'ils ont des raisons personnelles, financières ou de travail, ils se plaisent dans leur travail aussi, et ils veulent augmenter leur retraite, ils bénéficieront de ce fait-là d'une surcote. On y reviendra. On y reviendra ultérieurement. Par contre, si on ne réunit pas les conditions pour avoir le taux maximum, le salarié a le choix de continuer à travailler afin d'obtenir les trimestres. Il peut obtenir ces trimestres entre l'âge légal et les 67 ans, de façon les trimestres qui figurent là. Trimestres validés, voilà. Bien sûr, qui figurent là, de façon à obtenir une retraite à taux plein. Maintenant, si cette personne continue à travailler et qu'à 67 ans, elle n'aura pas toujours les trimestres, mais elle aura quand même une retraite à taux plein. Ou alors, elle a aussi la possibilité d'accepter une retraite minorée. Donc, une retraite minorée, c'est une réduction définitive de la retraite.
Donc, elle ne Ouais, pourra c'est pas, elle ne important. sera pas révisée à 67 ans. On a souvent la question, C'est ça. si on accepte si un salarié accepte une retraite minorée, elle est ferme et définitive. On y reviendra jamais dessus. Voilà. D'ailleurs, la CARSAT fait signer un papier de confirmation pour être sûr que la personne a bien compris. Absolument, c'est le salarié qui aura toujours le dernier mot. On n'obligera jamais un salarié à prendre une retraite minorée. C'est lui qui a son dernier mot. Voilà, D'accord. on est d'accord. À chacun son âge de départ. Alors, la réforme, on avait déjà pas mal de dispositifs. On parle toujours de retraite à l'âge légal. L'âge légal entre 62 et 64 ans maintenant, puisque la réforme a prévu de décaler. La retraite à l'âge du taux plein. Et on aborde aussi donc là les possibilités d'avoir la retraite avant l'âge légal. Et là, ça se complexifie en fonction des situations. On va vous les peux vous dire, présenter. voilà. On va peut-être pas tout détailler. Non, encore une fois, c'est pour pas les le but, personnes là. intéressées, de Voilà. venir nous voir. J'y vais? Vas-y. Allez, on y va. La retraite anticipée des travailleurs handicapés. Donc, effectivement, pour bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, on peut l'avoir à partir de 55 ans, hein, suivant les situations, suivant l'année de naissance. Hein. Mais il y a deux conditions sine qua non à remplir, c'est avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés jusqu'en 2016 et à partir de 2016, justifier d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%. Et la condition indispensable en parallèle, c'est avoir continué de travailler, avoir continué de cotiser au régime de base. Donc, c'est une retraite qui nous pose souvent problème parce que, en fait, actuellement, beaucoup de médecins, d'employeurs envoient leur personnel se faire la reconnaissance MDPH en leur disant ça vous permettra de partir plus tôt. Mais ce n'est pas le principe. Le principe, c'est cette retraite anticipée des travailleurs handicapés, elle va concerner les personnes qui sont handicapées et qui ont travaillé en même temps pendant un certain temps que vous voyez apparaître, notamment, par exemple, l'année 63, 68 trimestres. Donc, il faut avoir travaillé tout en ayant la reconnaissance de travailleur. Et le taux supérieur à 50%. Voilà. Donc une étude, le mieux c'est de demander l'attestation. Voilà, tout à fait. Demandez l'attestation auprès de la CARSAT. Hein, la CARSAT, vous demandez une attestation carrière longue pour les travailleurs handicapés et à ce moment-là, un conseiller va étudier le cas et c'est du cas par cas. C'est ça. Donc en fait, on demande une attestation. Ouais. Nous, on vérifie si le droit est ouvert. On vous répond. Ce n'est pas une demande de retraite, c'est juste demander est-ce que j'ai le droit. J'ai le droit ou pas. Voilà. Donc la MDPH, souvent, ça sert plus pour un aménagement de poste, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. C'est vrai que souvent, voilà, c'est juste pour un aménagement de poste, lors d'une nouvelle recherche d'emploi, ça aide pour postuler sur une nouvelle offre. Mais c'est vrai que par la carrière, ça ne fait pas forcément partir avant. Voilà. Ah, la carrière longue, grand sujet. Carrière longue, donc le dispositif a un petit peu évolué. Donc effectivement, elle est toujours, ce dispositif a été prolongé, mais il y a deux conditions cumulatives qui restent toujours en lice, c'est-à-dire avoir des conditions de début d'activité et des durées et avoir une condition de durée cotisée. Donc là, ce qu'a rajouté la réforme, c'est qu'avant, on avait des conditions de début d'activité avant l'âge de 16 ans et avant l'âge de 20 ans. Ce qu'a rajouté la réforme, on a considéré les possibilités de partir pour les personnes qui ont commencé, qui remplissent les conditions avant l'âge de 18 ans et avant l'âge de 21 ans. Donc déjà, on regarde ces conditions de début d'activité et ensuite, en fonction de l'année de naissance et de la durée d'assurance que l'on demande, on va voir s'il y a la durée cotisée. Et c'est là que la notion de durée d'assurance et de durée cotisée fait la différence. C'est-à-dire que c'est pour les personnes qui ont travaillé pendant 43 ans sans interruption pratiquement. Voilà, vous vous rappelez quand j'ai parlé de la maladie et du chômage, donc maladie, chômage, les enfants, ça permet de valider des trimestres, mais ce n'est pas l'assuré qui a cotisé. Vous voyez, je fais ce geste exprès. Voilà, c'est quelque chose qui a été rajouté. Donc là, le législateur a dit, OK, vous pouvez partir plus tôt, mais à condition d'avoir cotisé. Alors, on va quand même compter un an de chômage, un an de maladie.
Et le service militaire. Le service militaire. Et pour les mamans. L'invalidité. Et pour les mamans, là, la réforme, elle a évolué. On est des femmes, c'est normal. Donc, on n'a pas encore tous les décrets. L'assurance vieillesse des parents au foyer, qui est considérée un an comme le service militaire pour les hommes. Donc, on va considérer l'assurance vieillesse des parents au foyer en tant que cotisée aussi dans la limite de 4 trimestres. Donc, vous l'aurez compris, là aussi, il y a une étude à faire individuelle, donc il y a une étude à faire par la CARSAT pour voir si le salarié est éligible à la carrière longue. Donc, petite information, ces 2 demandes d'attestation, celle du travail handicapé, celle de la carrière longue, vous les trouvez dans notre site, l'assurance retraite. Vous cliquez sur « Je suis actif » et là, complètement en bas à droite, vous avez absolument tous les formulaires de l'assurance retraite. C'est bon pour vous, mais pour vos salariés également. Vous avez un salarié qui se demande s'il peut partir plus tôt, eh bien, il remplit cette demande d'attestation, il nous l'envoie et nous, on lui répondra. Voilà. Ça n'est pas la demande de retraite. Non. C'est juste demander, est-ce que j'ai droit? Tout à fait. La retraite pour incapacité permanente. Alors, si vous percevez, si un salarié perçoit une rente accident de travail ou maladie professionnelle, donc la réforme a apporté aussi son lot de changements, oui. C'est toujours… Oui, alors vous nous voyez réagir comme ça parce qu'on n'a toujours pas, vous voyez, ça fait partie des thèmes pour lesquels on n'a pas encore les décrets, donc mais on en parle, mais bon, on a quand même certaines informations. Voilà, donc on avertit quand même, on précise un petit peu, la rente maladie professionnelle supérieure à 20% ouvre droit à une retraite à taux plein à partir de 60 ans. Donc ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. La rente accident de travail maintient aussi à 60 ans, mais il faut que la rente accident de travail, il faut que la lésion pour laquelle est indemnisé le salarié, que la lésion rentre dans la liste des maladies professionnelles. Et que ça ne soit pas un accident. Et nous ne sommes pas médecins. Non. Donc, de ce fait-là, il y a justement cette demande, elle va être soumise à un médecin conseil qui, lui, va statuer, qui va nous dire si cette personne, si la rente accident de travail hors trajet, je pense que j'ai oublié de le préciser, hors trajet, rentre bien dans la liste des maladies professionnelles. Donc, tant qu'on n'a pas ce résultat, le salarié ne doit pas cesser son activité professionnelle. Donc, vous pouvez être confronté à des personnes qui ont déposé un dossier de retraite alors qu'il a une rente accident de travail supérieure à 20%, mais vous ne savez pas s'il pourra partir. Ça sera accordé. Ouais. Donc, on va vous demander de patienter. Voilà. En maladie professionnelle, voilà. Plus de 20%. Il n'y a pas de souci. En AT, il faut attendre l'aval de la caisse primaire. Voilà. Et pour les rentes accidents de travail ou maladies professionnelles comprises entre 10 et 19%, donc c'est toujours le même principe, mais il va falloir justifier de 17 ans d'exposition à ce risque professionnel pour avoir droit à la retraite à partir là 2 ans avant l'âge légal. Donc, dans ce cas de figure-là, impact réforme pour ce dispositif-là. Donc, c'est 2 ans avant l'âge légal. Donc, la personne qui est née en 68, qui pourrait partir à 64, elle ne pourra pas partir avant les 62 ans si elle a une maladie professionnelle de 15%, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est quand même assez complexe et qu'il y a besoin d'éclaircissement et d'analyse pour chaque salarié. C'est ça. Donc, en fait, la retraite, pour résumer, la retraite pour incapacité permanente, avant, elle s'appelait retraite pour pénibilité. Mais en fait, elle portait mal son nom parce que ça sous-entendait que les personnes qui avaient un travail pénible pouvaient partir plus tôt. Ça relève alors que c'est pas de prévention pénibilité. Voilà. Alors qu'en fait, donc maintenant, elle s'appelle pour incapacité permanente. En fait, donc, elle va concerner les personnes déjà abîmées et blessées par le travail. Voilà. C'est pour comprendre l'esprit de ce thème. Il y a des notions très, très précises pour nous. Voilà. Donc, comme c'est noté, et surtout ne pas arrêter de travailler avant d'avoir la confirmation de la situation. La retraite pour inaptitude, donc la réforme a apporté aussi son changement. Une personne qui perçoit une pension d'invalidité, qui perçoit l'allocation adulte handicapé ou qui est inapte au travail, il y a le maintien de la retraite à taux plein à 62 ans.
Donc, on peut avoir une pension d'invalidité, être sans activité, et là, auquel cas, on est obligé de partir à 62 ans, mais aussi, vous pouvez rencontrer dans vos salariés des personnes qui sont en invalidité et qui ont un temps partiel. Elles ont le choix, soit de partir, de prendre leur retraite à 62 ans à taux plein, soit de continuer aussi leur activité au-delà de ces 62 ans, tout en percevant la pension d'invalidité et conservant son activité salariée. La caisse primaire leur adresse un courrier 6 mois Voilà. avant l'âge légal. Ils ont le choix. Et ils peuvent choisir. Donc, la personne qui est titulaire de l'allocation adulte handicapé n'a pas le choix. L'allocation va s'arrêter et il basculera en retraite. Il est inapte. Donc, la personne qui a des problèmes de santé, qui est arrêtée depuis 2-3 ans, ou qui est en activité, ou qui est en activité, qui a des problèmes de santé et qui veut demander sa retraite pour inaptitude, et à ce moment-là, elle peut le demander, mais il y a besoin d'un certificat médical et que nous, on soumet au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie quand il dépose son dossier. Donc là aussi, au niveau de l'employeur, il faut attendre aussi tant qu'on n'a pas le résultat et le choix du salarié. Parce qu'il peut quand même, il ne pourra pas prendre sa retraite à 62 ans si on fait un rejet d'inaptitude. Et oui, c'est à la discrétion de la caisse primaire. Voilà. Ils ne sont pas là. Voilà. La retraite progressive aussi, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis 2003 aussi. La retraite progressive a été mise en place pour les personnes qui arrivaient 2 ans avant l'âge légal. Donc, de 62, c'était à 60, et maintenant, c'est 2 ans avant l'âge légal pour les personnes qui avaient minimum 150 trimestres. Donc, la possibilité de prendre la retraite progressive est quand même, je perds mes mots, il y a une obligation de travailler à temps partiel. Voilà. En fait, le principe, c'est je travaille à temps partiel et je commence à toucher une partie de ma retraite. Avant, c'était 60. Maintenant, impact réforme, ça va être 60 plus 3, 6, 9, en fonction de l'année de naissance. Mais je dois faire entre 40 et 80% du temps légal de l'entreprise. C'est-à-dire un vrai temps partiel, ni trop peu, ni pas assez. Je continue donc de cotiser, et puis quand je pars en retraite définitive, là, on revoit mon dossier. Donc, par rapport à l'employeur, donc jusque-là, l'employeur, c'est votre côté à vous, eh bien, il avait le droit de refuser ce temps partiel. On peut le comprendre pour des raisons de service, des obligations. Avec la réforme, il va devoir le justifier par écrit. Il va falloir le justifier et sans réponse de l'employeur dans les 2 mois. Oui, c'est ça. Le temps partiel est acquis. Donc, on préfère vous prévenir que ça peut être compliqué si vous n'avez pas donné. Notez-le bien. Il faut répondre dans les 2 mois. On a une petite point d'interrogation là sur les démarches. Mais bon, voilà, c'est en attente de décret et de précision. Donc, effectivement, donc je soulève que quand même, si on a un salaire de 80%, le salarié va percevoir 20% de la retraite. De base et complémentaire, effectivement. Alors après, ne vous étonnez pas, peut-être que certains salariés vont vous faire une demande. Parce que si je suis à 80%, je cotise à 80%. Et donc, est-ce que ça a un impact sur ma retraite définitive? Il peut exister dans certaines conventions seniors la prise en charge par l'employeur des cotisations à 100%. C'est un avantage qui peut exister, que l'on voit dans certaines entreprises et qui peut vous être demandé. Voilà, donc vous pouvez vous y préparer. Ensuite, ce que je tenais à souligner aussi, c'est qu'une personne qui est déjà à temps partiel n'a pas besoin d'aller voir son employeur pour ça. Pour percevoir la pension, la retraite progressive, la personne qui est déjà à mi-temps dans une entreprise, c'est tout bénéfice pour elle, je dirais. Quand elle atteint l'âge légal, 2 ans avant l'âge légal, elle peut très bien demander le paiement de sa retraite progressive sans changer son contrat de travail. Voilà. Donc, souvent ils disent, mais mon employeur ne va pas vouloir. Mais j'ai dit, votre employeur n'a rien à voir dans ce cas de figure-là, puisque vous êtes déjà à temps partiel. Donc, dans certains cas, il faut juste la demander. On n'a pas à modifier sa situation. Et puis, les retombées par rapport à ces gens qui ont pratiqué le temps partiel ou qui vont le pratiquer disent que, en fait, ils ont
ils récupèrent plus facilement par rapport à leur temps de travail, ils sont plus efficaces sur le travail, ils ont plus de temps pour récupérer. Un meilleur équilibre de vie. Voilà, un meilleur équilibre de vie et de travail aussi. Et transmission des informations, parce que ça peut permettre voilà, de commencer à embaucher quelqu'un et à transmettre le savoir. Transmettre son savoir, c'est ça aussi le but de la retraite progressive qui a de plus en plus de succès. De plus en plus, elle n'était pas très connue, mais c'est vrai que bon, on essaie de bien la présenter parce que ça peut permettre en fait une fin de carrière un peu plus en douceur. D'autant plus avec l'augmentation de la durée d'assurance. Parce que les 172 trimestres, il faut les faire. Il faut les faire, c'est ça. Donc, on peut lever le pied un peu à la fin. Notamment, moi, je vois les salariés qui font beaucoup de trajets. Oui. Je vais dans le Médoc, il y a des gens qui habitent au fin fond du Médoc, qui viennent travailler à Bordeaux tous les jours. Ils ont plus d'une heure de route des fois. Donc, un jour de moins par semaine, ça peut aider. Ouais. Je pense qu'on a fait passer le message. Oui, je crois, oui. Je te laisse. Allez, alors, donc la poursuite d'activité. Alors, attendez, voilà, on était à la retraite progressive. Oui, c'était la donc voilà, on est dans la poursuite d'activité, donc on a parlé de la retraite progressive, et je vous parle maintenant de la surcote. Donc la surcote, rappelez-vous, c'est la personne qui a l'âge légal, on se rappelle du tableau, qui a ses trimestres, qui pouvait partir à taux plein et qui choisit de continuer. Elle est tellement bien dans votre entreprise qu'elle ne veut plus partir. Sera-t-elle récompensée? Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, le flyer vous dit, on a dépassé l'âge légal, on réunit déjà le nombre de trimestres pour avoir le taux plein et on continue à travailler. Attention, à travailler, pas de maladie ou de chômage, il faut vraiment être actif. À chaque fois que je vais cotiser un trimestre civil entier, eh bien, ma retraite sera majorée de plus 1,25%. Ça peut sembler petit comme ça, mais sur l'année, ça fait 5%. Ça peut un petit peu contrebalancer les prélèvements sociaux. Et il n'y a pas de limite à la surcote. Voilà. Donc, on peut faire de la retraite progressive, l'associer de la surcote après. Absolument, absolument. Et elle est à vie, cette surcote. Alors, je fais le petit parallèle avec la surcote de la retraite complémentaire, dont on ne va pas vous parler puisque c'est en train de changer, mais qui, elle, n'est fait que pour un an, pour vous montrer que nous, au régime général, notre surcote est à vie. Alors, si je ne remplis pas ces 3 conditions, c'est-à-dire que j'ai eu ma retraite à l'âge légal, mais je n'avais pas mes trimestres, je l'ai eu à taux plein parce que j'étais inapte, ou si je n'ai pas demandé toutes mes retraites, eh bien, à ce moment-là, oui, j'ai le droit de reprendre une activité. Oh là là là. Sophie, tu as été un peu trop vite là. Pardon. Tu es allée un petit peu trop vite. Là, excusez-nous. Voilà, on était dans la surcote, donc je peux partir, je ne pars pas, je continue et je fais durable et je suis récompensée par 5% par an. Là, maintenant, j'ai pris ma retraite. Voilà, j'ai pris ma retraite, mais pour X raisons financières ou ménagères, j'ai choisi de revenir travailler. Alors, on va distinguer 2 cumuls emploi-retraite. Si j'ai atteint l'âge légal, si j'ai réuni mon nombre de trimestres, et si j'ai demandé toutes mes retraites, là, c'est cumul intégral. C'est-à-dire que j'arrête mon travail, je prends ma retraite et je peux reprendre chez le même employeur à temps complet dès le lendemain. Et oui, ou un autre employeur, ou un autre même employeur, peu importe. Par contre, avant réforme, on disait à nos salariés, vous pouvez le faire, mais vous allez cotiser à taux plein, pas d'exonération de cotisation, et ça ne comptera pas pour votre retraite. Certains diront, je vais cotiser pour rien. Moi, je préfère dire pour la solidarité. C'est pour la solidarité. Voilà. La réforme, c'est la retraite. En fait. La réforme, alors elle apporte un élément énorme. C'est que si vous reprenez une activité, alors sous certaines conditions, on n'a pas les décrets. Il semblerait qu'il y ait un délai de carence de 6 mois. Chez le même employeur. Non, on peut retravailler, a priori, mais les premiers 6 mois ne seront pas repris en compte. Et que ça ouvrirait droit à une deuxième retraite. Alors nous, on est très étonnés, mais c'est la réforme. Voilà, on n'a pas encore tous les éléments. Donc ça veut dire que je prends ma retraite, je recommence à travailler, eh bien, je vais m'ouvrir droit à une seconde retraite. Bien sûr, elle sera calculée au moment où j'arrêterai définitivement, au prorata des années que j'ai fait en plus. Donc, ça ne sera pas énorme. Mais au moins, je ne cotiserai pas pour eux. Donc, voilà ce que dit la réforme. Donc, il faut rester prudent sur la reprise. Alors, la reprise d'activité avec le cumul emploi intégral, on fait open bar, je dirais. Oui. On fait ce qu'on veut. On peut retravailler chez le même employeur, on peut travailler chez un autre. On peut cumuler le tout. Rien ne sera supprimé. Donc,
C'est bien. Donc, toujours à condition, hein, c'est 3 conditions qui sont notées. J'ai l'âge légal, j'ai mes trimestres et j'ai demandé toutes mes retraites. Alors, si je ne remplis pas une de ces 3 conditions, parce qu'elles sont cumulatives, à ce moment-là, oui, j'ai le droit de reprendre, mais ça sera le cumul plafonné. Donc, cumul plafonné, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, vous pouvez reprendre, mais vous devez respecter 2 règles. Si vous voulez reprendre chez le même employeur, il faut attendre 6 mois. Pas facile. Vous, en tant qu'employeur, vous allez reprendre quelqu'un, mais enfin 6 mois après, il a le temps de tout oublier. Ce n'est pas évident. Donc, elle est un peu compliquée, celle-là. Par contre, si c'est un autre employeur, là, c'est tout à fait possible. Et puis, il y aura un plafond à ne pas dépasser. Comment se calcule ce plafond? Moyenne des 3 derniers mois d'activité. Ça, c'est le plafond. Et il ne faut pas que la retraite plus le nouveau salaire dépasse le plafond. Le principe étant qu'on permet aux salariés de reprendre une activité pour maintenir son niveau de vie, mais pas pour gagner plus. Donc là, encore une fois, un peu compliqué. Comme c'est noté en bas, le salarié peut nous contacter, on fait l'étude et on lui dit le plafond à ne pas dépasser. Et a priori, ce dispositif-là ne donnerait pas lieu à un nouveau calcul de retraite. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit pour l'instant, voilà. Encore une fois, en attente des décrets. Donc, de toute manière, le message qu'on fait passer quand les personnes partent à la retraite et s'ils veulent reprendre une activité, de toute manière, ils doivent informer toutes les caisses. Donc, si un salarié, si une personne vous contacte et veut retravailler chez vous et qu'il est retraité, donc il faut s'assurer qu'il a bien pris tous les renseignements auprès de nous pour savoir dans quel cadre il se situe pour la reprise d'activité. Effectivement. Nous délivrons d'ailleurs une attestation. Voilà. Hein, l'attestation pour le cumul plafonné. Sinon, on pourra confirmer le montant du salaire. Assurez-vous que le salarié, s'il est déjà retraité, qu'il se soit bien renseigné sur les possibilités, parce que c'est un risque aussi, parce que s'il rentre dans le cumul plafonné, c'est le risque d'avoir sa retraite diminuée ou suspendue, voilà. Donc ça peut être compromettant pour eux. Embêtant. Un peu. Alors, le montant de la retraite. Donc, le montant de la retraite, voici sur quels éléments il se base. On va déterminer le revenu annuel moyen. Alors, comment on fait? Le système va revaloriser tous les salaires et va retenir les 25 meilleures années, mais entières. Alors, on n'oublie pas, hein, les salaires sont limités au plafond, d'accord? On revalorise tous les salaires, on retient les 25 meilleures années. S'il y a eu des activités artisans commerçants, c'est également compris dedans. Donc, ça, c'est la base de calcul. C'est très important, c'est pour ça que c'est très important de vérifier les salaires quand même. Ensuite, on va multiplier par le taux. Le taux, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage. Ce qu'on appelle le taux plein, c'est 50%. Donc, 50%, ça veut dire que la retraite, ça n'est qu'un demi-salaire. Oui. D'accord? Donc, le taux plein, 50%. J'ai droit à ce taux plein si j'ai mes trimestres, ou si j'ai des problèmes de santé, ou si j'ai 67 ans, qui est l'âge du taux plein. On y revient après. Ce taux, s'il ne renaît pas les conditions, il peut être diminué jusqu'à 37 ans et demi, 37,5% maximum. Et puis enfin, on va me payer ma retraite au prorata de mes trimestres obtenus. Donc ensuite, on va proratiser nombre de trimestres retenus divisé par nombre de trimestres requis, c'est-à-dire ce qu'il me fallait pour avoir le taux plein. Si par exemple, j'ai eu ma retraite à taux plein parce que je suis inapte, mais que je n'ai cotisé que 100 trimestres, ça va faire 100 sur 172 si c'était ce qu'il fallait. Enfin, petite information, les hommes et les femmes qui ont eu ou élevé 3 enfants auront droit à une majoration de leur retraite de plus 10% sur la retraite de base et sur la complémentaire. Voilà, minimum 3 enfants, qu'il y en ait 4 ou 5. Alors après, voilà, nous au régime général… les complémentaires font on ne donne pas plus, par contre, mais nous, voilà. Mais c'est autant pour les mamans que pour les papas. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les papas. Voilà. Alors, je vous disais, le taux, eh bien, il pourrait être plein à 3 conditions. Soit j'ai mes trimestres, on les a vus, soit j'ai des problèmes de santé, déjà reconnus puisqu'en invalidité ou en allocation adulte handicapé, ou à faire reconnaître au moyen du certificat médical et une demande à titre inapte. Comme on vous le disait, si je ne réunis pas une de ces conditions, on peut avoir une retraite à taux minoré, définitif, ou attendre 67 ans, âge auquel, même si on ne retravaille pas entre-temps, on aura le taux plein. Le calcul de la complémentaire, alors là, très facile par rapport à nous. Total de points acquis. Ce total de points acquis, en fait, on le voit sur le relevé qu'on vous a présenté au début, là, le relevé de carrière.
Là, vous avez votre total de points, multiplié par la valeur du point. Elle est marquée à côté du total de points. Et divisé par 12, si vous voulez, un montant mensuel. On fait pareil pour l'IRCANTEC. Alors, la différence, si chez nous, on a une limite de 170 trimestres, c'est ce qu'il faut. Eux, il n'y a pas de limite de points acquis au niveau des caisses complémentaires. Donc, ils payent tous les points, après la mise à jour de la carrière, effectivement. Quand et comment demander la retraite? Alors, la demande de retraite n'est pas automatique. Si vous ne la faites pas, elle ne viendra pas. Vous ne l'aurez pas. Voilà. Vous ne l'aurez pas. Donc, le meilleur moyen de faire la demande de retraite et le plus rapide et le plus sécurisé, c'est de faire sa demande de retraite en ligne. Pourquoi? L'avantage de faire sa demande de retraite en ligne, c'est que vous n'allez faire qu'une seule demande, le salarié va faire qu'une seule demande, et cette demande va partir dans tous les régimes dans lesquels il aura cotisé. Donc, régime de base et régime complémentaire. Donc, s'il a cotisé au régime de base, il peut avoir cotisé pendant 3 ans ou 5 ans ou dans un régime de fonction publique aussi, ouais. Et plus les complémentaires. Donc, il ne fera qu'une seule demande et tous les organismes recevront la demande de retraite. La demande et les justificatifs. Et les justificatifs. Donc, au fur et à mesure qu'il va compléter sa demande de retraite, qui est pré-remplie sur son espace personnel, donc il va compléter son point de départ, il va saisir son RIB, il va donner l'autorisation au service des impôts de pouvoir récupérer les justificatifs, des données fiscales. Donc, si on lui demande des bulletins de salaire, à la fin, il a une liste de documents qu'il devra scanner. Une fois qu'il a scanné tous ces documents, il valide sa demande de retraite. Sa demande de retraite et les éléments partent dans tous les organismes qui vont traiter le dossier. Ça fonctionne très bien, c'est très rapide et très efficace, vraiment. On a des fois des petits retardataires qui nous appellent et puis on leur dit, bon, mais vous dépêchez de le faire en ligne et ainsi, le lendemain, la demande de retraite, elle est… Ah, mais on l'a dans la demi-heure. Dans la demi-heure, oui, on l'a très vite. Oui, on l'a très vite. Donc, c'est vrai que c'est très pratique et on est sûr d'avoir fait les données partout. Il ne faut surtout pas oublier de bien vérifier les messages mail parce que les complémentaires demandent aussi de confirmer. Alors ça, on arrive des fois à quelques petits couacs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait la demande par mail, ça veut dire qu'on opte pour un mode de communication Internet. Tout à fait. Donc après, il ne faut pas oublier de dire à vos salariés, surveillez vos mails parce que les caisses de retraite sont susceptibles de vous renvoyer des courriers, des demandes pour finaliser le dossier. Quelque chose d'important à savoir que on l'a dit, la retraite se demande, elle n'est pas automatique, mais surtout, c'est la date de dépôt qui compte. Donc, des fois, quand on reçoit nos assurés en fin de mois, dépêchez-vous, parce que si vous déposez le 2, ça comptera pour le mois d'après. Donc, c'est la date de dépôt qui compte. Date de dépôt qui compte et la demande de retraite se fait 5 mois avant le point de départ choisi. Alors, 5 mois, oui, c'est important d'avoir ce délai pour être sûr d'être payé dans les temps. Ceci dit, on a certains salariés qui vont repousser parce qu'ils ont oublié de faire leur demande et qu'ils veulent partir là au 1er décembre. Ils n'ont pas fait la demande. Pas de panique. Ils font quand même la demande pour le 1er décembre. S'il n'y a pas 5 mois, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On n'est pas sûr s'il n'a jamais fait de mise à jour ou autre, s'il a été un petit peu négligent par rapport à sa mise à jour et s'il y a des enquêtes à faire, on n'est pas sûr de pouvoir le payer, lui garantir d'être payé dans les temps. C'est juste ça. Après, un dossier facile, effectivement, 4 mois, ça va d'ailleurs, ça pourra peut-être changer. Ça passe bien. Voilà, ça va s'ajuster maintenant parce qu'on est quand même sur des salariés qui sont de plus en plus attentifs sur leur carrière et qui ont la dextérité numérique et qui font leur mise à jour régulièrement. Donc, c'est vrai que… Mais mieux la retraite est préparée en amont, donc ça, c'est important. Mieux la retraite est préparée en amont et plus vite le dossier sera traité. S'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas de… Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pose problème? C'est la carrière. Ça va être, comme je disais, ces petits emplois en début d'activité, s'il manque de l'apprentissage, Dieu sait si en ce moment on a. Voilà, tous ces trucs, ces SIVP, tous ces petits emplois, s'il manque de la maladie, du chômage, c'est ça qui retarde le dossier, parce qu'on peut faire des enquêtes et on peut demander donc aux assurés de nous fournir des justificatifs. Mais une fois que la carrière est complète, la demande de retraite, c'est une simple démarche administrative. Livret de famille, RIB, bulletin de salaire, ça peut aller très très vite, à condition d'avoir préparé.
Ben, d'où l'intérêt un petit peu de cette proposition. Après, on va y venir après, ouais. par rapport aux réunions vis-à-vis de vos salariés. Donc, alors, on était donc sur le site, on vous a montré qu'on pouvait voir le relevé, on vous a montré qu'on pouvait demander la retraite directement. Juste, on vous présente deux, trois petites choses possibles aussi. Donc, vous voyez, là, ici, on a entouré prendre rendez-vous. C'est depuis mi-mars, hein, c'est ça? Ouais. Depuis un an, ça fait un an. Ça fait un an qu'on peut prendre le rendez-vous en ligne. Donc, les assurés vont sur leur espace personnel, cliquent sur prendre rendez-vous, indiquent la nature donc de la visite et en fonction du lieu, on leur fixera le rendez-vous. Si c'est pour préparer, en agence, ça se fera par téléphone avec des conseillers retraite tout à fait compétents pour leur répondre. En permanence, ça pourrait être en physique. Le dépôt du dossier pourra se faire toujours en permanence ou par courrier. Alors, ah oui, alors donc on vous a dit la demande de retraite, on recommande par Internet parce que c'est le plus rapide, le plus efficace. Ouais. Mais il reste toujours possible pour l'instant de faire la demande papier. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, l'assurance retraite, je clique, je suis actif, en bas à droite, tous les formulaires d'assurance retraite, y compris la demande de retraite. Par contre, si vous faites la demande de retraite papier à l'assurance retraite, il faudra penser à la faire papier à toutes vos caisses, donc y compris la complémentaire. Et donc, parce qu'il n'y a pas de transmission de données de papier de caisse à caisse. Donc, c'est totalement indépendant. C'est pour ça qu'on privilégie au mieux la demande de retraite en ligne et on est assuré que tous les organismes seront prévenus. Et qu'on a les justificatifs. Et quelquefois, voilà, on a des problèmes sur des personnes qui font que la démarche chez nous et qui n'ont pas fait les complémentaires ou vice-versa aussi. Ouais. Donc, ça pose problème. Donc, il faut être attentif sur les démarches. Donc, papier, oui, c'est possible. Mais voilà, il y a le télé postal ou alors un rendez-vous, effectivement. Ou depuis la messagerie aussi. On peut aussi déposer le dossier depuis la messagerie personnelle sur le compte personnel. Alors, de même, si vous avez des salariés en difficulté, ouais. Il y a ce qu'on appelle des maisons France Service un petit peu partout, où il y a du personnel qui a été recruté pour ça, qui a été formé par les administrations pour les démarches administratives. Et ça fait partie de notre travail de former les personnes des maisons France Service. Et donc, si vous avez des salariés en difficulté, qui n'ont pas trop Internet, voilà. Il y a encore malheureusement des zones où ça passe pas très bien, ils ont toujours la possibilité de prendre rendez-vous à la maison France Service la plus près de chez eux pour se faire aider. Ils sont très, très compétents. Oui, et surtout formés par nous. Alors, sur le site, vous trouverez aussi l'agenda retraite. Donc, en fait, j'ai fait ma reconstitution de carrière. On m'a dit quand je pouvais partir, mais je vais avoir des choses à faire. Peut-être demander une attestation des parents. J'ai peur d'oublier. Est-ce que je ne vais pas laisser passer les délais? Comme on a dit, la retraite, ça se demande. Si je ne la demande pas, on ne me la donne pas. Donc, l'agenda retraite, il va servir à vous faire envoyer des petits rappels. Ça peut être bien commode. Oui, c'est pratique, parce que vous avez des SMS, vous avez des messages, des mails qui vous disent attention, vous allez faire 60 ans, ça serait bien de faire un point, de vérifier où vous en êtes, voilà. Vous approchez de l'âge de la retraite, n'oubliez pas de faire votre démarche. C'est ça. Voilà, c'est un petit rappel, c'est un petit pense-bête. Alors, l'entretien d'information carrière, c'est celui, si vous voulez, c'est vraiment l'entretien qui est le plus important dans la préparation de la retraite. Pourquoi? Parce qu'il va permettre d'abord de faire le point sur la carrière. Vous l'avez compris, c'est la base du calcul. Donc, on fait la reconstitution de carrière. On analyse les droits. On reçoit le salarié, que ce soit par téléphone ou en direct. Donc, on le laisse parler. Et après, on essaie de voir quelles sont ses priorités. Vous savez, chacun a ses choix de vie en fonction de ses contraintes financières, dont mon conjoint est déjà à la retraite ou j'ai encore des enfants à charge. Il y a des gens qui vont privilégier plutôt le temps ou plutôt l'argent. Donc, on écoute et on conseille. Et puis, on explique donc toutes les possibilités de départ, les délais, et on fait les calculs de retraite. Oui, où j'ai des problèmes de santé, voilà. J'ai une maladie professionnelle. Donc, c'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment personnalisé et adapté à la personne et à ses préoccupations. Voilà. Comme c'est noté en bas, en agence retraite, alors en agence retraite par téléphone, hein. Sur les lieux de permanence, ça peut être par physique, et c'est plutôt recommandé à partir de l'âge de, on disait 55 ans. Oui, 50, oui, alors là, comme on repousse à 64, 55 ans, ça fait beaucoup de projections. Voilà, moi, il me semble. 58. C'est important pour faire du mise à jour, oui, mais sur se projeter
sur une carrière longue. Quelqu'un qui vient nous voir à 55 ans pour Ça une va être carrière compliqué. longue, ça va être trop Oui. compliqué, puisqu'il y a quand même des paramètres qui peuvent varier jusqu'à l'âge de la carrière longue. Absolument. Mais effectivement, la porte, elle est ouverte quand même à tout le monde pour donner des conseils et pour mettre à jour la carrière, effectivement, s'il y a besoin. Voilà. Donc, l'entretien information retraite, il est proposé à l'issue de chaque réunion collective qu'on peut faire dans les entreprises, justement. On va en reparler après. Donc, pour nous contacter, alors là, ici, on vous a remis les numéros de téléphone. Donc, la CARSAT, notre site, l'assurance-retraite.fr, vous l'avez compris, essentiel pour préparer sa retraite. Le numéro de notre plateforme, 3960, juste pour des renseignements de niveau 1, recevoir les imprimés. Et puis, l'Agir Carco, donc le régime de retraite complémentaire, on va les joindre au 0970 660 660. Ces deux numéros sont gratuits. Notre offre de service aux entreprises. Alors, donc là, on vous propose de venir chez vous, de recevoir, de faire une réunion d'information générale pour les salariés de 55 ans et plus, avec un minimum de 10 collaborateurs, parce que bon, à moins, c'est difficile de se déplacer. Oui, c'est quand même plus intéressant aussi, plus il y a de personnes. Alors, on ouvre à ce moment-là à des personnes un peu plus jeunes, Voilà. Mais la projection est trop sensibilise. Voilà, tout à fait. Donc, on peut venir en physique ou en visioconférence. Bien sûr, nous, on préfère le physique. Mais on peut faire d'ailleurs un mixte. J'ai fait une réunion la semaine dernière. Voilà, donc j'étais en présentiel. Il y avait des collègues qui ne pouvaient pas se déplacer et donc la réunion était. Ça nous arrive régulièrement aussi. C'est possible aussi. Et donc, nous proposons maintenant, suite à la réunion générale, de faire des entretiens sur place. Alors, on ne peut pas faire tout le monde. Hein. L'après-midi, on peut faire des entretiens aux personnes, soit qui ont des difficultés, soit qui sont proches de la retraite, qui n'ont jamais rencontré un conseiller, effectivement. Donc, ça permet de les rassurer aussi, parce que voilà, l'inquiétude, elle est là quand même au niveau de vos salariés. Ils ont besoin d'être rassurés sur leurs droits vis-à-vis de vous, bien sûr, parce que aussi ils ont besoin de prévenir leur employeur. Donc, c'est important aussi pour eux d'être sûrs de ce qu'ils vont vous annoncer et de ne pas avoir à travailler plus. Non, c'est important Alors, c'est vrai que quand on les reçoit sur site, effectivement, on prend ceux qui sont les plus proches. Oui. Mais après, il y a toujours possibilité de demander des rendez-vous téléphoniques, des entretiens individuels par téléphone ou par visioconférence aussi. Ça va se développer de plus en plus et on le fait aussi en visio depuis les espaces France Service. Oui. Depuis, on fait des visio entretiens depuis des espaces France Service quand l'assuré veut vraiment nous voir. On est conscient qu'ils aiment bien nous voir et que le téléphone, dès qu'ils arrivent à pouvoir nous voir, même s'ils ont eu un entretien téléphonique, ils viennent nous voir. Les informations sont les mêmes, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens ont besoin de rapport humain. Mais bon. Mais ça dépend des personnes aussi, il y en a d'autres. Il y en a pour qui quand il y a des carrières qui ne posent pas de problème et qui comprennent, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, voici notre petite plaquette. Donc, on vous dit la réunion d'information retraite. Pourquoi? Pour aider vos salariés à préparer sereinement leur départ à la retraite, car la retraite, c'est anxiogène. Donc, si on l'anticipe, qu'on les prépare, ça se passe bien. Et puis surtout, vous savez aussi. Vous savez quand vos salariés vont partir, vous pouvez anticiper votre gestion du personnel. Ça peut être pas mal. Ah oui. Donc, pour qui, on l'a dit, au moins 55 ans, mais après, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Non. Suivant les grosses entreprises. On va se limiter à 25 personnes, entre 10 et 25. Amener à réduire la tranche d'âge. Oui. Parce que, pourquoi 25 parce que ça favorise l'échange aussi. Quand on est en présentiel, on voit qu'il y a une interaction qui se passe avec les salariés qui sont là. Donc, il y a un échange, c'est interactif. Puisqu'ils vont nous interrompre. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous interrompre parce qu'on est en visio, mais vous seriez devant nous. Je pense qu'on aurait eu des questions au fil de l'eau, même si vous en posez au fil de l'eau. Mais nos collègues vous répondent, mais nous, on se sent un peu frustrés parce qu'on ne sait pas derrière. On aime le contact physique avec les salariés, effectivement, comme eux, ils aiment nous rencontrer aussi. Et donc, dernier élément, c'est une réunion gratuite, d'accord? Nous sommes les experts de la retraite.
Nous sommes gratuits et nous avons une vraie expertise dans la retraite. Et ensuite, on peut faire ça donc dans vos locaux. Il suffit que vous nous confiez une salle de conférence ou des locaux avec un vidéoprojecteur, puisque évidemment, on expose ce PowerPoint qu'on vous a montré. Donc, il nous faut des locaux fermés. Oui, une salle avec un vidéoprojecteur. Peut-être un bureau pour les entretiens individuels. Et voilà. Garder la confidentialité. Dans la mesure où on peut organiser des entretiens sur place, c'est quand même apprécié. Vous autorisez les salariés à quitter leur poste pendant une demi-heure, le temps qu'on leur donne des renseignements, et vous verrez qu'ils seront très satisfaits. Voilà. Alors, merci de votre écoute. Voilà. Donc là, si vous avez des questions, donc on va voir un petit peu maintenant si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. On essaie de trouver les questions. Vous voyez qu'on préfère le présentiel. Eh oui. D'accord, attendez. On y est presque. Je ne peux pas. Je n'ai pas compris. Que faire s'il y a des anomalies sur le relevé de carrière? Je n'ai pas compris l'histoire de la déclaration des enfants après 3 ans. Alors sur le relevé de carrière, il n'y a jamais les trimestres enfants. Donc pour les mamans, on peut attribuer 4 trimestres pour la maternité et 4 trimestres pour l'éducation. Donc ça, c'est pour toutes les mamans, pour tous les enfants qui sont nés avant 2010, oui. Il n'y a pas de. Alors, c'est pour les enfants qui sont nés à partir de 2010. Les trimestres de majoration d'éducation peuvent être partagés entre le papa ou la maman, mais uniquement entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un papier à remplir. Voilà. Et là, le législateur a été un peu dur quand même. Il y a un papier à remplir qu'on ne peut déposer qu'à partir des 4 ans de l'enfant et maximum jusqu'à ses 4 ans et demi. Ça veut dire qu'avant, c'est trop tôt et après, c'est trop tard. Donc, ce n'est pas 3 ans. Voilà, c'est 4 ans. C'est imprimé, toujours pareil, vous le trouvez sur le site, d'accord? L'assurance retraite, je suis actif et en bas à droite, les documents de la retraite. Ce n'est pas reporté automatiquement sur le compte, c'est gardé dans votre dossier et exploité au moment du départ à la retraite. Et la réforme, alors, donc on a dit 4 trimestres d'éducation. Les enfants nés avant 2010, on a dit ça va à la mère, sauf circonstances exceptionnelles, décès de la maman, décision de justice, on ne vous a pas. Oui, mais ça c'est du cas particulier. Voilà. Les enfants nés après 2010, donc possibilité de répartition des trimestres entre le père et la mère. Il y a un imprimé à remplir. Si l'imprimé est rempli par les deux, on respecte le choix. S'il est rempli que par un seul, on dit qu'il y a litige et c'est de 2. Et la réforme, elle a apporté une petite précision. Elle a dit il ne peut pas y avoir moins de 2 trimestres pour la mère. En gros, ça peut être que de 2. C'est ça. Voilà. Donc, retenez. Il y a des changements avec la réforme, alors on attend. Retenez quand même, surtout le plus important, parce que le principe, vous le savez, même si c'est agaçant, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, pour les enfants nés après 2010, il peut y avoir une répartition des trimestres entre le père et la mère, et il y a un papier à déposer entre les 4 ans et les 4 ans et demi. Faites passer le message. J'ai eu le cas dernièrement, monsieur qui avait partagé des trimestres d'éducation. Il avait pris les 4 trimestres d'éducation, lui, et ça lui a permis d'avoir moins de décote pour partir à la retraite. Voilà. Donc, effectivement, il avait bien fait la démarche dans les temps, il était au courant. C'est bien. Ouais. Bien. Et ce n'est pas automatique. Alors, pour la question suivante,
Alors, il y avait aussi que faire s'il y a des anomalies sur le relevé de carrière. Donc, Demandez à Pôle emploi alors que vous venez de dire qu'avant 2000, ils n'ont pas d'archives. bon, alors d'abord les anomalies sur le relevé de carrière. Donc, en fait, vous avez dit... C'est tous les mêmes questions. Ah oui. Tu vois, c'est deux. Demandez à Pôle emploi alors que vous venez de dire non, oui, effectivement, donc je maintiens, Pôle emploi n'a pas d'archives en deçà de 2000. Donc, ce sont les documents personnels, enfin, les documents que vous aurez si vous les avez à fournir dans le cas où on les demande. Mais Pôle emploi n'aura pas d'archives en deçà de 2000. Effectivement, on confirme bien. Donc, ça veut dire je suis au chômage, bien, je conserve précieusement mes attestations. Vous savez, par exemple, en début d'année, quand on fait la déclaration d'impôt, enfin, c'est pas en début d'année, c'est en septembre, quand on fait la déclaration d'impôt, eh bien, on est amené peut-être à éditer l'attestation annuelle de Pôle emploi ou à éditer l'attestation annuelle des indemnités journalières. C'est à conserver. Ouais. Voilà. Que faire si l'employeur n'a pas déclaré la pénibilité des salariés? Laurence, c'est pour toi. C'est appel à toi. Alors effectivement, il y a tout d'abord une phase amiable. Le salarié doit échanger avec l'employeur pour vérifier si le désaccord est justifié ou pas. Si le désaccord persiste, à ce moment-là, le salarié rentre dans une procédure de réclamation, c'est du précontentieux. Donc il saisit la caisse, la CARSAT, avec un formulaire de réclamation qu'il peut trouver sur le site internet du compte professionnel de prévention pour demander donc une analyse, une reconnaissance d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. Il peut le faire sur 2 années uniquement. Et à ce moment-là, le conseiller enquêteur va prendre en charge ce dossier de réclamation et faire donc une enquête soit sur pièce ou sur place, ce qui va conditionner des délais de traitement. Et à l'issue de cette enquête, donc le salarié et l'employeur recevra une notification de décision favorable ou défavorable à une exposition. Et dernier recours, s'il y a une contestation d'une partie ou de l'autre, dans les 2 mois qui suivent cette notification de décision qui est envoyée par courrier avec accusé de réception, il y a la possibilité donc de saisir le tribunal judiciaire. Voilà, merci Laurence. Merci Laurence. Alors, la question suivante, pour parler d'éducation, est-ce que le papa qui prend un congé parental peut avoir des trimestres d'éducation? Alors, il ne faut pas tout mélanger. Le congé parental, en fait, il peut être pris par le père ou par la mère et effectivement, il peut se valider. Mais attention, à condition de fournir une attestation de l'employeur qui indique les dates précises du congé parental et il faut avoir interrompu son activité salariée pour que ça compte en congé parental. Ça, c'est une chose. Les trimestres d'éducation sont étudiés, si vous voulez, comme on vous l'a indiqué. C'est-à-dire qu'a priori, ils vont à la mère, sauf pour les enfants nés après 2010, ils peuvent aller au père ou à la mère en fonction d'une répartition éventuelle faite entre les 4 ans et les 4 ans et demi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la validation du congé parental ne se cumule pas avec les trimestres d'éducation. C'est l'un ou c'est l'autre. L'intérêt de venir nous voir, et là on fait... C'est au cas par cas. Oui. Voilà, et en fait, on va vous attribuer ce qui est plus intéressant. Par exemple, pour les mamans, le congé parental, ça peut durer 3 ans, donc ça peut faire 3 fois 4, 12 trimestres. Les trimestres d'éducation, c'est 4 trimestres. Ou 2, c'est à répartition. Donc là, si vous voulez, il n'y aura pas photo, ça sera le congé parental qui sera le plus intéressant. Il faut rajouter aussi que souvent la caisse d'allocation familiale cotise pour les parents quand ils sont en congé parental aussi. Oui. Donc ça peut être aussi sur le papa. Donc ça va lui valider des trimestres sur son compte. Oui. Donc tout ça, c'est à vérifier au cas par cas. Au cas par cas, la question, voilà. Venir nous voir. Voilà, tout à fait. En cas de reprise, alors, Jacques nous pose une question. En cas de reprise chez le même employeur et liquidation de sa retraite à taux plein plus âge de retraite atteint, le délai de carence sera de 6 mois, mais seulement pour ce qui compte le droit à l'ouverture d'une nouvelle retraite. En fait, on n'a pas assez de précision. À 6 mois et un jour, il s'ouvrira à nouveau des droits. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Nous en avons débattu à la CNAV cette semaine car ce n'était pas très clair, confirmé lors de la réunion de M. Villard. Effectivement. Voilà, il me semblait bien ça. On peut reprendre l'activité de suite,
Donc, merci pour ces précisions. Mais voilà, on n'avait pas tous les textes. Et donc, effectivement, les premiers 6 mois ne seront pas pris. Ça sera un délai de carence pour le nouveau calcul après, si c'est chez le même employeur. Mais avec possibilité quand même de reprendre de suite chez le même employeur. On peut reprendre, mais les 6 premiers mois ne compteront pas. C'est tout le calcul du deuxième droit. Voilà, on avait quelques petites confusions. Merci de ces précisions. Alors, donc, est-ce que le calcul d'une deuxième pension est aussi valable pour un salarié qui fait du cumul emploi-retraite depuis 2 ans? Alors, ce que l'on sait, c'est que le calcul de la deuxième pension se fera pour l'activité à partir du 1er janvier 23. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, c'était ça. N'oubliez pas qu'il faut du cumul intégral. Hein. Ça reste. Le deuxième droit sera soumis au cumul intégral. Mais donc, depuis 2 ans, non, que depuis le 1er janvier 23. Oui, on ne reviendra pas en arrière. Voilà. Oui, c'est valable que pour les nouveaux cumuls emploi-retraite. Alors là, voilà. Donc on me demande où est-ce valable que pour les nouveaux cumuls emploi-retraite à partir de septembre 23. Je viens de vous répondre, en fait, ça va concerner les activités depuis le 1er janvier 23. Voilà, donc je ne vois pas d'autres. On n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'on a épuisé toutes les questions? Je pense qu'on a été clair. Voilà. Bon, écoutez, on ne va avoir plus qu'à vous remercier pour votre participation, voilà. En espérant qu'on aura beaucoup de retours. On se fera un plaisir de venir intervenir dans vos entreprises. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, une slide pour les contacts. Oui. Je pense qu'on a une slide. Oui. Alors, en fait, vous pouvez nous contacter sur le site de la CARSAT Aquitaine. Sur le site de la CARSAT Aquitaine. D'accord. Pardon. Donc, sur le site de la CARSAT Aquitaine, vous disiez donc il y a une page où vous pouvez vous inscrire pour demander donc à participer à une réunion d'information. Sinon, vous pouvez nous contacter directement. On donnera suite à votre demande par le 3960. Notre offre de service, vous l'avez effectivement, sur l'assurance retraite. Mais je pense que ça doit s'être affiché sur vos écrans. Hein? Voilà, on dit à la régie que c'est affiché sur les écrans, donc vous avez toutes les modalités pour nous contacter et c'est avec plaisir qu'on viendra. Voilà. Merci pour votre attention. Pour votre écoute. Faites une bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.